Le hurlement déchira la nuit glacée du Montana comme une lame tranchant un os. À l'intérieur de la maison des Miller, le feu crépitait dans l'âtre tandis qu'au dehors, le thermomètre affichait moins 28 degrés. Un berger allemand nommé Ranger posa sa grande tête sur la poitrine d'un bébé mourant. Noah Miller, 7 mois, les cheveux blonds collés de sueur, respirait difficilement, dans un souffle court et rauque. Ses parents, Emily et Jake, se tenaient serrés l'un contre l'autre à côté du berceau, le visage trempé de larmes qu'ils ne cherchaient même plus à cacher. Il était 2h47 du matin, le jour de la Saint-Valentin 2024. Les machines avaient été éteintes 1 heure plus tôt. Il ne restait plus qu'à attendre. Puis la main de Noah bougea. De minuscules doigts s'enroulèrent autour de la fourrure de Ranger, agrippant avec une force que personne ne pensait qu'il possédait encore. Les yeux bleus du bébé s'ouvrirent. Il sourit. Pas une grimace, pas de douleur, juste la paix. Dehors, 200 habitants du village tenaient des bougies dans le froid mordant, observant la maison où un miracle et une tragédie se déroulaient simultanément. Ce qui s'était passé ces dernières heures allait changer à jamais la ville de White Creek, Montana. Laissez un j'aime si cette aventure vous a touché et partagez vos impressions dans les commentaires en nous disant de quelle ville vous nous regardez. On continue la suite. 7 mois plus tôt, par un matin brûlant de juillet, Emily Miller était assise dans le cabinet du pédiatre, fixant son nouveau-né de 3 semaines. Quelque chose n'allait pas. Le bras droit de Noah restait immobile contre son corps minuscule. Il ne l'avait pas bougé depuis 2 jours. Emily, 30 ans, cheveux châtains attachés en une queue de cheval pratique, avait ses yeux verts fatigués de celles qui ont trop vu. Infirmière en traumatologie pendant des années à l'hôpital de Kalispell, elle avait quitté son poste après la naissance de Noah. Une décision aussi douloureuse que nécessaire. Noah n'avait pas été prévu. Il était né d'un soir d'horreur, d'un parking, d'une garde de nuit, d'un homme dont elle avait effacé le visage de sa mémoire. Elle avait pensé ne pas le garder. Chaque jour de grossesse rappelait la pire nuit de sa vie. Mais à 16 semaines, lorsqu'elle sentit ce petit être donner un coup de pied, tout changea. Il se battait pour exister. Elle pouvait se battre aussi. Jake Miller, 33 ans, avait le visage marqué avant l'âge. Grand, solide, les tempes déjà grises, souvenir de 2 missions en Afghanistan. Il travaillait comme garde forestier au parc national de Glacier. Là-haut, parmi les montagnes, il cherchait la paix que la guerre lui avait volée. C'est lors d'une mission de secours en montagne qu'il avait rencontré Emily 2 ans plus tôt, l'attirant d'un accident de randonnée. 6 mois plus tard, elle lui avait tout raconté. Le viol, la grossesse, la peur. Sa réponse avait été immédiate. « Je vous choisis, toi et lui. Le sang ne fait pas la famille. Le choix si. » Ils s'étaient mariés 4 mois avant la naissance de Noah. Le docteur Catherine Bennett entra dans la salle d'examen, le visage neutre professionnel. Elle avait 45 ans, compétente, respectée dans toute la région. Elle examina Noah avec précision, puis demanda une série de tests qu'Emily reconnut aussitôt. Les tests qu'on prescrit lorsqu'on soupçonne le pire. 3 heures plus tard, le diagnostic tomba. Amyotrophie spinale infantile de type 1. Une loterie génétique dont personne ne sort gagnant. Les 2 parents portaient le gène récessif, une chance sur 100. Leur fils avait tiré la mauvaise combinaison. Les mots du docteur Bennett tombèrent, froids et mesurés. La mutation du gène SMN1 provoque la dégénérescence des neurones moteurs, ces muscles vont s'affaiblir progressivement. La plupart des enfants atteints de ce type d'amyotrophie ne vivent pas au-delà de 2 ans. Emily sentit sa poitrine se serrer. Jake lui saisit la main, la serra fort. « Il existe un traitement », poursuivit la docteure. « Le Spinraza, c'est récent, prometteur. » Jake demanda « Combien ?» Il savait déjà que la réponse ferait mal. 750 000 $ pour la première année. Le chiffre resta suspendu dans l'air, lourd comme un verdict. Jake gagnait 45 000 $ par an. Leurs économies s'élevaient à 12 000. L'assurance couvrirait 60%. Il leur manquerait encore 300 000. Emily regarda son fils, le visage parfait, blond, les yeux bleus, si beaux, si fragiles. « On trouvera un moyen », dit Jake d'une voix ferme, celle d'un soldat refusant la reddition. « On ne se rend pas. » Mais Emily voyait la peur dans ses yeux, la même que dans les siens. Le trajet du retour, 40 minutes sur les routes sinueuses de montagne, se fit dans le silence. Noah dormait à l'arrière, paisible, inconscient de la condamnation qui planait sur lui. Jake conduisait, les jointures blanches sur le volant, il calculait, planifiait, refusait d'abandonner. Quand ils rentrèrent, Ranger les attendait. Le berger allemand, 5 ans, 85 livres de muscles et de loyauté, portait dans son regard une sagesse étrange.
Il avait la robe noire et feu et une oreille gauche déchirée, cicatrice de son service militaire. Jake l'avait ramené d'Afghanistan 3 ans plus tôt, après qu'une explosion l'avait rendu partiellement sourd. L'armée l'avait déclaré inapte au service. Jake avait refusé de le laisser partir. Ils s'étaient sauvés mutuellement. Le soldat de ses cauchemars, le chien de l'euthanasie. Ranger s'approcha du cosy que Jake portait. Il renifla longuement le bébé, puis s'assit, le regard fixé. Il semblait comprendre. Emily observa la scène, bouleversée. « Il sait, » murmura Jake, « il sent la maladie. » Emily savait que les chiens pouvaient détecter certains déséquilibres chimiques, imperceptibles pour l'humain. Ranger avait été chien de détection d'explosifs. S'il pouvait sentir le C4, il pouvait sentir le chaos moléculaire qui détruisait lentement les neurones de Noah. Cette nuit-là, Emily fit des calculs qui ne menaient nulle part. Salaire, 45 000 $. Maison modeste encore hypothéquée. Épargne, 12 000. Facture médicale toujours en cours. L'équation était impossible. Jake, lui, resta à la table de la cuisine jusqu'à 3 heures du matin, la lumière de l'écran éclairant son visage. Il fouillait Internet, campagne de dons, prêts médicaux, programmes d'aide. Elle l'entendit appeler le fabricant du Spinraza, demandant s'il existait des facilités de paiement, des aides compassionnelles. Sa voix restait calme, posée, presque militaire. À 2 heures du matin, Noah pleura. Un son faible, essoufflé, à peine audible sur le babyphone. Mais avant qu'Emily ne se lève, Ranger gratta déjà à la porte de la chambre du bébé. Quand elle arriva, le chien était assis près du berceau, oreilles dressées, alerte. « Comment as-tu su avant même le moniteur ?» chuchota-t-elle. Les jours suivants, le phénomène se répéta. Ranger anticipait chaque cri, chaque besoin. Il refusa de quitter la chambre même pour ses promenades. Quand Jake tenta de le sortir, le chien resta planté là, immobile. « Il est en mission », dit Jake avec un demi-sourire. Comme là-bas, en Afghanistan, il a trouvé sa nouvelle cause. Emily observa le lien se tisser entre l'animal et son fils. Malgré sa taille, Ranger se montrait d'une douceur infinie. Quand Noah tendait sa petite main gauche, la seule qu'il contrôlait encore, et agrippait les poils du chien, Ranger ne bougeait plus, comme pétrifié. Emily sentit les larmes lui monter. Il n'a pas peur. Noah n'a plus peur quand Ranger est là. À la fin de la semaine, toute la ville était au courant. White Creek comptait 7000 habitants et les secrets n'y survivaient jamais longtemps. Le pasteur John du temple luthérien appela pour offrir des prières. Les voisins déposèrent des plats sur le perron, la manière montanaise de dire « nous sommes là sans trop de mots ». Madame Ace, une veuve du quartier, arriva avec une cocotte fumante. « Ce chien, dit-elle en hochant la tête vers Ranger, il a vu la mort, il essaie de l'empêcher maintenant. » Le journal local publiait un article. Une famille face à l'impensable. En quelques heures, la page Facebook de la communauté explosa. Messages de soutien, prières, mais aussi jugements blessants. Pourquoi faire naître un enfant condamné ? Emily lut jusqu'à ce que Jake referme l'ordinateur. Ne lis plus ça, nous savons ce que nous faisons. Mais savait-il vraiment ? Cette nuit-là, Emily berça Noah contre elle, comptant ses respirations faibles, se demandant si l'amour pouvait vaincre la génétique, si la volonté pouvait créer un miracle. Jake, lui, s'était enfermé dans le salon. Le bruit du clavier résonnait dans la maison endormie. Le lendemain matin, Jake prit une décision. « On va se battre », dit-il simplement. Il créa une campagne GoFundMe. Emily s'assit à côté de lui pendant qu'il cherchait les mots justes. Il fallait demander de l'aide sans tomber dans le désespoir. Elle écrivit le texte dosant la vérité médicale et la tendresse d'une mère. Notre fils, Noah, âgé de 7 semaines, est atteint d'amyotrophie spinale de type 1. Sans traitement, il n'a que quelques mois à vivre. Avec le Spinraza, il a une chance. Nous demandons votre aide pour lui offrir cette chance. Jake ajouta une photo. Noah endormi dans son berceau, la tête de Ranger posée à côté, comme un ange gardien silencieux. Il cliqua sur publier. Il était 21 heures. À minuit, la page affichait déjà 15 000 $. Emily rafraîchissait la page sans cesse, hypnotisée par la cascade de dons. 50 $ de Mary Chen, ancienne institutrice, 100 $ d'un anonyme, 25 $ de Madame Johnson, une veuve qui précisa « C'est mon argent pour les courses de la semaine, mais Noah en a plus besoin que moi. » Ce message brisa Emily. Elle enfouit son visage contre l'épaule de Jake et pleura. Pas de tristesse, mais d'émotion pure, de gratitude. Le lendemain, les médias locaux reprirent l'histoire. En 24 heures, White Creek entier savait. Le samedi matin, la cagnotte atteignait 50 000 $. Le lundi, 100 000. Pour la première fois depuis le diagnostic, Emily sentit renaître un mot qu'elle n'osait plus prononcer.
l'espoir. Cet après-midi-là, une vieille voisine, Margaret Chen, Maggie, pour tout le monde, frappa à leur porte avec une marmite. « J'ai apporté de la soupe, poulet et riz, recette de ma grand-mère, dit-elle. Émilie l'invite à entrer. Maggie demande timidement « Puis-je le voir ?» Noah était éveillé, les yeux suivant chaque mouvement malgré sa faiblesse. Maggie s'approcha, puis fondit en larmes. « Il ressemble tellement à mon petit Jackson, » murmura-t-elle. Autour d'une tasse de thé, l'histoire sortit, par fragments. Son petit-fils Jackson était mort 30 ans plus tôt, du syndrome de mort subite du nourrisson. Depuis, Maggie vivait seule, ses enfants partis, son mari emporté par Alzheimer. « J'ai trop de temps, dit-elle, trop de silence. Si vous le permettez, je voudrais vous aider. Je peux cuisiner, faire le ménage, garder Noah pour que vous dormiez un peu. J'ai besoin de me sentir utile à nouveau. » Émilie hésita une seconde, puis accepta. Dès le lendemain, Maggie devint une présence constante. Elle arrivait chaque matin avec le petit déjeuner, restait jusqu'au soir. Elle chantait des berceuses qu'Émilie ne connaissait pas, des mélodies anciennes qui calmaient Noah presque instantanément. Ranger l'accepta sans la moindre méfiance, chose rare chez lui. Quand Maggie tenait le bébé, le chien se couchait à ses pieds, paisible, comme s'il comprenait que cette femme portait le même chagrin qu'eux. Un après-midi, Maggie dit doucement en pliant du linge « Je suis venue à White Creek pour mourir seule. Noah me redonne une raison de vivre. » Pendant ce temps, la campagne en ligne stagnait. 121 000, puis 140 000, et plus rien. Les dons ralentissaient, les partages aussi. Il manquait encore 160 000 $. Le pasteur John convoqua alors une réunion à la salle du gymnase du lycée. 300 personnes se déplacèrent au malgré la neige. Sur grand écran, la photo de Noah et Ranger apparut. Le pasteur prit la parole. « Nous avons des voisins en détresse. Un bébé qui se bat pour sa vie, des parents à bout. Que faisons-nous » Les idées fusèrent de partout. Bourse de gâteaux, lavage de voitures, match de basket caritatif, une bière spéciale, courage de Noah brassé localement, un concours de quilt organisé par les couturières du coin. Mais tout le monde n'était pas d'accord. Ed Morrison, propriétaire de la quincaillerie, se leva. « Est-ce qu'on n'entretient pas de faux espoirs ? Les statistiques disent que la plupart des bébés atteints ne survivent pas. Est-ce qu'on ne prolonge pas inutilement leur souffrance ?» Une adolescente du premier rang se leva aussitôt, tremblante mais furieuse. « Alors quoi ? On le laisse mourir ? C'est ça votre solution ? Quel genre de communauté ferait ça ?» Le gymnase explosa en débat passionné. Vie contre qualité de vie, foi contre science, espoir contre résignation. Puis une voix s'éleva, claire et chargée d'émotion. C'était celle de Linda, la mère d'Émilie, assise au fond. « Mon petit-fils n'a pas besoin de médecin, il a besoin de foi. Dieu le guérira si nous croyons assez fort. » Émilie se leva, le regard brûlant. « Dieu nous a aussi donné les médecins, maman. Je ne vais pas prier mon fils vers la mort. » Silence total. La tension mère-fille s'était condensée en un seul instant. Le pasteur intervint. « La foi et la médecine ne sont pas ennemis. Nous pouvons prier et agir. Dieu agit souvent à travers nos mains. » La majorité acquiesça. La semaine suivante, le premier vide-grenier caritatif rapporta 3 200 $. Les lavages de voitures, 1800. Le match de basket, 5000. Le gouverneur de l'État entendit parler de Noah et posta un message de soutien. En 2 jours, la cagnotte grimpa à 150 000, puis 170 000. Jake vendit son pick-up pour 15 000 $. Emily vendit sa robe de mariée et ses bijoux pour 3 000 $. Le père de Jake, avec qui il n'avait plus parlé depuis 10 ans, envoya anonymement 20 000 $. En septembre, ils atteignirent 188 000 $. Ce n'était pas la somme totale, mais assez pour commencer le traitement. La première injection fut programmée pour le 15 octobre. Pour la première fois depuis des mois, Emily osa croire qu'il pouvait gagner cette bataille. Pourtant, le jour de la consultation préalable, le docteur Bennett l'a pris à part dans le couloir. Son ton avait changé. « Je dois vous dire la vérité sur le Spinraza, dit-elle. Ce médicament ne guérit pas. Il ralentit la progression. En moyenne, il prolonge la vie de 6 à 18 mois. » Émilie sentit une vague de colère la traverser. « Chaque jour compte, répliqua-t-elle. Même s'il souffre, il vit. Et tant qu'il vit, on continue. » La docteure hésita. Ses yeux semblaient hantés. « Je veux juste que vous compreniez ce que vous choisissez. » Mais Émilie détourna le regard. Elle n'entendait que la peur. Le 15 octobre, ils se rendirent à l'hôpital de Kalispell. Noah avait 3 mois, petit pour son âge, les muscles déjà atrophiés. La procédure exigeait une ponction lombaire, une aiguille fine insérée entre les vertèbres pour injecter le médicament dans le liquide rachidien. Émilie tenait Noah dans ses bras pendant que les infirmières le positionnaient.
Jake tenait Emily, ses mains sur ses épaules, la soutenant, la retenant de s'effondrer. Le cri de Noah fut presque silencieux, étouffé, un petit souffle de douleur qui déchira le cœur de sa mère plus qu'aucun hurlement. Rangé attendait dans le parking, surveillé par un technicien vétérinaire. Le chien tournait en rond sans arrêt, gémissant, comme s'il sentait la détresse de son petit protégé 2 étages plus haut. La procédure dura 20 minutes. Noah dormit 16 heures d'affilée après ça, épuisé. Emily, elle, ne ferma pas l'œil. Elle compta chaque respiration, chaque battement de cœur. 3 jours plus tard, elle remarqua un détail, infime mais réel. La poigne de Noah s'était légèrement renforcée. Quand elle posa son doigt dans sa petite main, il le serra. Et ses yeux semblaient plus vifs, plus conscients. 5 jours après, l'amélioration était indéniable. Le kinésithérapeute confirma, le tonus musculaire est plus stable. On observe même un léger gain. Ce n'était pas une guérison, mais c'était une victoire. Jake publia une mise à jour sur la page GoFundMe. Noah a reçu son premier traitement. Ça fonctionne, on voit déjà la différence. Merci de lui donner cette chance. Le message devint viral. Une vidéo d'Emily montrant la minuscule main de Noah serrant son doigt fit le tour du pays. En 2 jours, elle fut partagée plus de 500 000 fois. Les dons affluèrent à nouveau, plus de 200 000 $ atteints. Dans White Creek, les cloches de l'église sonnèrent spontanément lorsque la nouvelle se répandit. Maggie prépara un gâteau à 3 étages. Même Ed Morrison, celui qui doutait, passa leur offrir un ours en peluche. « J'avais tort », dit-il simplement. « Continuez de vous battre. » Ranger aussi sembla se détendre. Sa vigilance constante s'adoucit. Il recommença à jouer, apportant à Noah ses jouets en peluche, comme s'il voulait participer à sa guérison. Quand le bébé gazouillait faiblement, le chien battait de la queue. Emily nota tout dans un journal. Chaque progrès, chaque son, chaque sourire. Et puis un jour, Ranger fit quelque chose d'incroyable. Lors d'une séance de kinésithérapie, alors que la spécialiste bougeait doucement les jambes de Noah, le chien se mit à imiter ses gestes, poussant doucement l'autre jambe du bébé du museau comme pour l'aider. La thérapeute écarquilla les yeux. « Votre chien pourrait être kiné », plaisanta-t-elle émue. L'histoire fit le tour des médias. Un chien de guerre devient thérapeute d'un bébé mourant. En novembre, elle atteignit la presse nationale. Les plateaux télé appelèrent, mais Jake et Emily refusèrent les interviews. Ils ne cherchaient pas la gloire, juste un peu plus de temps. Décembre arriva, et avec lui le second traitement. Cette fois, Noah supporta mieux la procédure. Moins de pleurs, une récupération plus rapide. Les progrès continuaient, modestes mais réels. Il pouvait tenir un petit jouet entre ses doigts, suivre le mobile au-dessus de son berceau. Ses babillages se faisaient plus fréquents, presque des syllabes. Pour la première fois, Emily osa imaginer un futur qu'elle s'était interdit. Noah, fêtant son premier anniversaire, peut-être même marchant avec un déambulateur un jour, elle savait que c'était improbable, mais la foi humaine se nourrit de ses rêves fragiles. Puis l'hiver tomba sur le Montana, brutal et implacable. La première tempête de neige frappa le 3 décembre. En une nuit, la température chuta de 20 degrés, atteignant -15. Le vent hurlait à travers les montagnes, recouvrant tout d'un manteau blanc. En 48 heures, White Creek fut coupé du monde, les routes ensevelies sous 3 mètres de neige. Le 5 décembre, Noah développa de la fièvre, d'abord légère, 99,8 degrés Fahrenheit, puis 100,2, 100,9. Emily sentit la panique monter. Sa respiration devenait plus courte, plus sifflante. Chez les bébés atteints d'amyotrophie spinale, les infections respiratoires sont les plus redoutées. Leurs muscles thoraciques sont trop faibles pour tousser efficacement, et la pneumonie peut les emporter en quelques heures. Emily appela aussitôt le docteur Bennett. La voix au téléphone resta calme, presque trop. Commencer les antibiotiques, surveiller sa saturation en oxygène. S'il descend en dessous de 90%, il faut l'hospitaliser. Mais les routes sont fermées, cria Emily au bord des larmes. Alors, vous le traitez à la maison, répondit la docteure d'une voix ferme. Vous êtes infirmière, Emily. Vous savez quoi faire? Mais savoir et faire ne sont pas la même chose quand il s'agit de son propre enfant. Emily transforma la chambre de Noah en salle de soins improvisée. Une machine à oxygène prêtée par le magasin médical, un oxymètre autour du petit orteil de Noah, un humidificateur et un thermomètre qui ne quittait plus ses mains. Elle administra les antibiotiques toutes les 6 heures au millilitre près. Maggie s'installa sur le canapé pour l'aider à faire les tours de garde. Jake prit un congé non payé pour rester auprès d'eux. Ranger, lui, ne quitta plus le berceau.
Pas une minute. Il restait allongé à côté, les yeux ouverts même lorsqu'il semblait dormir. On devait le forcer à sortir pour ses besoins, et encore, il revenait aussitôt. Ses yeux bruns étaient devenus ceux d'un soldat en mission, d'un chien qui savait qu'il affrontait son plus grand ennemi. 3 jours passèrent. La fièvre ne cédait pas. L'oxygène tombait à 91%, juste au-dessus du seuil critique. Émilie ne dormait plus, se nourrissait de café et de prières, murmurait à mi-voix. Elle qui ne croyait plus en Dieu depuis cette nuit maudite où sa vie avait basculé, se surprit à chuchoter « S'il te plaît, ne le prends pas, pas lui !» Le 8 décembre, au matin, la fièvre chuta brusquement. 99, puis 98,6. La respiration de Noah s'adoucit, sa peau reprit des couleurs. Émilie éclata en sanglots dans les bras de Jake, de fatigue, de soulagement. Maggie fit des pancakes pour célébrer. Même Ranger sembla se détendre, s'endormant pour la première fois depuis 4 jours, épuisé. Mais cette victoire eut un prix. Les dettes médicales s'accumulaient à nouveau. La campagne GoFundMe avait atteint 228 000 $, mais les factures totales dépassaient déjà les 230 000. Et 3 mois d'hypothèque impayés venaient d'entraîner une menace de saisie. Jake prit un deuxième emploi comme agent de sécurité de nuit à l'hôpital de 18h à 2h du matin avant de reprendre son service de garde forestier à 8h. Il dormait 4 heures par jour quand il y arrivait. Un matin, alors qu'il se renversait du café brûlant sur la main sans réagir, Émilie éclata « Tu vas te tuer, Jake !»« Si je ne travaille pas, on perd la maison », répondit-il d'une voix rauque. « Et où irait Noah ?» Il s'interrompit, conscient de la cruauté de ses propres mots. Le silence s'installa. Émilie détourna les yeux. La nouvelle de leur difficulté se répandit vite. Le pasteur John convoqua une autre réunion d'urgence à l'église. Malgré le froid glacial, 400 personnes vinrent. L'atmosphère n'était plus seulement celle de la charité, mais d'une résistance collective. « Nous avons déjà aidé, dit le pasteur, mais la bataille n'est pas terminée. Alors on recommence, tous ensemble. » Les habitants s'organisèrent avec une efficacité quasi militaire. 3 ventes de gâteaux simultanées, un marathon de lavage de voitures sur 24 heures, une vente aux enchères d'œuvres locales. En une semaine, ils récoltèrent 40 000 $. Puis, un chèque anonyme arriva par la poste. 30 000 $. Jake le reconnut aussitôt. L'écriture de son frère, Mark. Ils ne s'étaient pas parlé depuis 5 ans à cause d'une dispute familiale. Mark arriva le lendemain sans prévenir. Jake resta figé sur le pas de la porte. « C'était toi ?» demanda-t-il. Mark hocha la tête. « J'ai vendu ma maison. J'avais tort à ton sujet à propos d'Émilie, à propos de tout. La famille, ça compte plus que l'argent. » Les 2 frères s'enlacèrent pour la première fois depuis des années. Émilie pleurait derrière eux, silencieuse. Mark s'installa dans leur petite chambre d'amis, déterminé à aider. Grâce à cette vague de solidarité, ils parvinrent à remonter la pente. Le compteur affichait désormais 250 000 $. Noël arriva avec une lueur d'espoir mêlée à la fatigue. Noah avait 4 mois et demi. Contre toute attente, il tenait encore bon. Le village tout entier décora leur maison. Des guirlandes, des lumières, un sapin visible depuis la route. La veille de Noël, des chorales chantèrent dans le froid. Le lendemain matin, Noah portait un petit bonnet rouge de Père Noël. Émilie déballa les cadeaux à sa place, des vêtements qu'il ne mettrait peut-être jamais, des jouets trop grands pour lui. Ce n'était pas la joie d'un Noël ordinaire, mais une trêve fragile. Puis une main frappa à la porte. Jake ouvrit. Sur le seuil, son père, 10 ans d'absence. « J'avais tort », dit l'homme d'une voix tremblante. « À propos d'Émilie, de toi, de tout, est-ce que je peux voir mon petit-fils » Jake hésita, puis s'effaça. Son père prit Noah dans ses bras, les larmes coulant sur ses joues diaridées. « Il est magnifique, tout comme toi, quand tu étais petit. » Les rancunes s'effacèrent d'elles-mêmes. Le temps, la douleur, la peur rendaient les pardons urgents. Émilie sentit que, ce jour-là, quelque chose de brisé en eux commençait à guérir. Linda, la mère d'Émilie, était là aussi. Toujours convaincue que la foi seule sauverait Noah, elle avait amené un ancien de son église pour prier sur le bébé. Il posa un peu d'huile sur son front et murmura des versets. Émilie, pour éviter le conflit, le laissa faire. Mais quand, en plein milieu de la prière, Noah urina et trempa la manche du vieil homme, Maggie éclata de rire. « Voilà la réponse de Noah à votre prière. » Toute la pièce rit à travers les larmes. Même Linda, et pour un instant, la maison fut pleine de chaleur, de vie, de normalité. Mais à 2h du matin, l'alarme de l'oxygène hurla. Émilie bondit. Les chiffres clignotaient, 88%. Les lèvres de Noah viraient au bleu. Jake augmenta le débit, la main tremblante, 89, 91, 92, sauvé.
pour cette fois. Mais l'avertissement était clair. Le compte à rebours s'accélérait. Le 1er janvier, White Creek célébra la nouvelle année autour d'un grand feu. Jake s'y rendit brièvement, Noah blotti contre sa poitrine dans un porte-bébé couvert de couverture. Un vieil homme s'approcha. « Jake Miller, je suis Frank Harris. J'ai servi avec ton père au Vietnam, j'ai entendu parler de ton petit. » Frank avait 68 ans, le visage buriné, les yeux pleins de fantômes. « J'ai vécu 50 ans avec mes démons, l'alcool, la solitude, tout ça. Mais ce petit, il regarda Noah. Il m'a rappelé que je peux encore servir à quelque chose. Puis-je venir parfois, juste pour le voir ?» Emily hésita, mais Jake accepta. Frank devint un visiteur régulier. Il venait 3 fois par semaine, s'asseyait près du berceau, lisait des histoires à Noah. Ranger, d'abord méfiant, se détendit vite en sa présence. Il semblait reconnaître, en cet ancien soldat, une âme semblable. Frank retrouva le sommeil, la sobriété, la foi. Un jour, il dit à Emily « Je pensais être fini, mais ce gamin m'a rappelé que je suis encore vivant. » Puis Frank revint avec d'autres vétérans. Peu à peu, une petite fraternité se forma autour de Noah. Des hommes brisés retrouvant un sens à leur existence en veillant sur un enfant condamné. La presse nationale s'empara à nouveau de l'histoire. Des anciens combattants veillant sur un bébé malade. Frank devint malgré lui le porte-parole de ce mouvement inattendu. « La guerre m'a appris que chacun se bat contre quelque chose, dit-il à un journaliste. Le combat de Noah est plus grand que le nôtre. Le minimum, c'est de se battre à ses côtés. » Mais en janvier, les nouvelles prirent un tour plus sombre. Janvier. Le froid était mordant, plus brutal encore que les mois précédents. Noah avait reçu sa 4e injection de Spinraza, mais cette fois, les résultats n'étaient pas là. Son tonus musculaire stagnait puis diminua. Son poids baissa. Il dormait presque 20 heures par jour. Le docteur Bennett, les yeux tristes, annonça la nouvelle à voix basse. Son corps développe une résistance au traitement. Nous pouvons essayer d'autres protocoles expérimentaux, mais les délais sont longs et les coûts dépassent le million. Emily secoua la tête, les lèvres tremblantes. Nous trouverons. Il faut qu'on essaie. La docteure hésita. Il y a aussi une option de ventilation mécanique. Cela prolongerait peut-être sa vie de quelques semaines, mais est-elle la qualité? Elle s'interrompit. Le mot palliatif resta suspendu, invisible mais présent. Jake la regarda fixement. Vous dites qu'il va mourir. Elle baissa les yeux. Je dis qu'il est temps de penser au confort. Cette nuit-là, Emily explosa. On ne parle pas de confort, Jake. On parle de notre fils. Jake resta silencieux. Son visage creusé par le manque de sommeil semblait celui d'un homme plus vieux de 10 ans. Emily, je sais quand quelqu'un meurt. J'ai vu ça trop de fois. En Afghanistan, j'ai appris à reconnaître ce regard. Noah, il part déjà. Elle le gifla. Le bruit résonna dans le silence du salon. Puis elle éclata en sanglots. Ne dis pas ça. Ne le dis pas. Elle courut se réfugier dans la chambre du bébé. Ranger pris entre les deux, gémissait, allant et venant, incapable de choisir. Finalement, il rejoignit Emily, se coucha près du berceau et posa la tête sur le matelas. Le lendemain, Maggie les força à s'asseoir. « Assez, dit-elle. Vous devez parler. Vous êtes 2, pas ennemis. » Ils finirent par avouer la vérité qu'ils fuyaient tous deux. Emily avait peur de perdre son fils. Jake avait peur qu'il souffre pour rien. Ils conclurent un compromis fragile. Continuer à soigner, mais préparer le pire, sans le dire à voix haute. Puis, un soir glacial de janvier, tout bascula. Emily était dans la cuisine quand elle entendit un grognement grave, inhabituel. Rangé. Elle se précipita à l'étage. La scène qui l'attendait la figea. Le docteur Bennett se tenait près du berceau, une seringue à la main. Noah dormait. « Qu'est-ce que vous faites ?» hurla Emily. La seringue tomba, se brisa en heurtant le sol. Le liquide transparent s'étala sur le parquet. Le visage de la docteure se décomposa. « Je ne sais pas. » Elle recula, les mains tremblantes. Emily se plaça devant le berceau, Ranger à ses côtés, les crocs découverts, prêts à bondir. Jake arrive en courant, attiré par les cris. Il s'arrêta net. « Qu'est-ce qui se passe ?» Le regard d'Emily était glacé. Elle tenait une seringue. Bennett se laissa glisser contre le mur, effondré. Les larmes jaillirent d'un coup. « Je ne voulais pas lui faire de mal. Je voulais... Je ne sais plus ce que je voulais. » Jake s'approcha lentement. « Expliquez, maintenant. » La docteure respira profondément, entre 2 sanglots. « Il faut que je vous parle de mon fils. » Le silence retomba, lourd, sa voix se fit tremblante. Il s'appelait Liam. Il avait la même maladie que Noé, diagnostiqué à 6 semaines. J'ai tout tenté. Tous les traitements, tous les essais cliniques, j'ai dépensé plus de 400 000 $.
et je l'ai gardé en vie 8 mois de plus. Mais il souffrait. Chaque jour, je voyais la douleur dans ses yeux. Il ne pouvait pas parler, mais il me suppliait. Elle ferma les yeux, submergée. Son ergothérapeute lui avait appris à utiliser un tableau de lettres, à désigner avec le regard. Un jour, il m'a écrit HURTSTOPLETGO. J'ai mal, laisse-moi partir. J'ai refusé. J'ai continué à le maintenir en vie et il est mort dans la peur, dans la douleur. Il est mort en me détestant. Émilie sentit son cœur se briser, partagé entre colère et compassion. Depuis, continua Bennett, je n'ai jamais cessé de le voir. Chaque enfant malade que je soigne, c'est lui que je revois. Quand j'ai vu Noah, j'ai perdu pied. Je voulais éviter qu'il vive ce que Liam a vécu. Je pensais le protéger. Mais j'étais en train de répéter la même erreur. Vous alliez lui injecter quoi? Cria Jake. De la morphine, répondit-elle sans détour. Pour la douleur, j'étais en train de vérifier la dose quand j'ai bloqué. J'ai revu Liam. J'ai perdu le contrôle. Ranger grognait encore, mais Emily posa la main sur sa tête. Doucement, puis d'une voix basse, « Sortez !» et ne revenez plus. Bennett se leva lentement. « Je comprends. » Elle regarda Emily droit dans les yeux. « Vous lui donnez ce que je n'ai pas su donner à mon fils. La paix. Pas la survie. La paix. » Elle quitta la maison sans un mot de plus. On entendit le bruit de sa voiture s'éloigner dans la nuit. Emily s'effondra sur le sol, vidée. Jake s'agenouilla près d'elle, la prit dans ses bras. Ranger retourna auprès du berceau, se coucha à nouveau, le museau posé tout contre la couverture de Noah. « Est-ce qu'on doit la dénoncer ?» demanda Emily après un long silence. Jake resta pensif. « Elle a perdu la tête. Ce qu'elle a fait est grave. Mais c'est une femme détruite. Elle a besoin d'aide, pas d'un procès. On demandera un nouveau médecin. » Ils tinrent parole. Le docteur Michael Anderson reprit la prise en charge. Un homme doux, la cinquantaine, au regard fatigué. Lui aussi avait perdu une fille d'un cancer. Il parle peu, mais ses gestes étaient empreints de compassion. Quelques jours plus tard, un événement inattendu secoua White Creek. En plein office du dimanche, la porte du temple s'ouvrit et le docteur Bennett entra. Elle monta directement sur l'estrade. Le pasteur John s'interrompit, surpris. « Je dois confesser quelque chose, dit-elle d'une voix blanche. Les fidèles se turent, stupéfaits. Emily et Jake, assis au fond, échangèrent un regard inquiet. Devant 400 personnes, Bennett raconta tout. Son fils Liam, sa faute, sa tentative d'intervention chez les Miller, la seringue, la honte, la peur. Les mots sortaient d'elle comme une plaie qu'on ouvre pour la nettoyer. « J'ai presque fait du mal à un enfant innocent, dit-elle en larmes, parce que je n'ai jamais su me pardonner pour le mien. » L'église entière resta figée. Certains criaient qu'elle devait perdre sa licence, d'autres demandaient la clémence. Le pasteur leva la main. « Nous prêchons la grâce ici, pas la vengeance. Les âmes brisées n'ont pas besoin de juge, elles ont besoin de rédemption. » Bennett reprit « Je veux réparer, je veux transformer ma faute en quelque chose de bien. » Elle annonça la création d'une fondation. La paix de Liam et Noah, un fonds destiné à aider les familles d'enfants en fin de vie. Financement d'accompagnants, chiens de thérapie, soutien psychologique, aide financière. Elle versa 50 000 $ de ses économies personnelles pour lancer le projet. Puis elle conclut « Je ne peux pas ramener Liam, mais je peux empêcher d'autres parents de vivre l'enfer que j'ai connu. » Ce même après-midi, Emily trouva une lettre dans sa boîte aux lettres. C'était l'écriture de Bennett. 3 pages pleines, une demande de pardon et cette phrase « Je veux que Noah soit cofondateur en son nom. » Que son combat inspire la paix à d'autres. Emily la lut 2 fois, les larmes brouillant sa vision. Jake lui demanda doucement « Tu lui pardonnes ?»« Pas encore, mais je la comprends. Et parfois, c'est déjà un début. » Mais pendant que la docteure tentait de se reconstruire, Noah, lui, s'éteignait. Ses muscles s'affaiblissaient chaque jour davantage. Sa déglutition devint si difficile qu'il fallut poser une sonde nasogastrique. Il perdit encore 3 livres, son regard, autrefois vif, devenait vitreux. Il dormait presque sans discontinuer. Les séances de kinésithérapie furent suspendues. Le 8 février, Dr Anderson leur dit ce qu'il redoutait le plus. Quelques jours, peut-être une semaine, son petit corps est à bout. Emily sentit le monde s'écrouler autour d'elle. Jake serra sa main. « On ne le laissera pas partir seul, dit-il simplement. Si on doit le laisser partir, murmura Emily à travers ses sanglots, alors ce sera le jour de l'amour, la Saint-Valentin. Anderson acquiesça doucement. Nous ferons en sorte qu'il parte sans douleur, entouré de tout votre amour. Cette nuit-là,
Émilie resta éveillée à regarder son fils respirer. Chaque souffle semblait un miracle arraché à l'univers. Elle compta les heures, déjà consciente qu'il ne lui en restait plus beaucoup. La neige tombait sans interruption depuis 2 jours. White Creek était plongé dans un silence presque irréel, seulement brisé par le sifflement du vent contre les vitres. À l'intérieur, la maison des Miller baignait dans une lumière chaude, vacillante, celle du feu de cheminée. Émilie tenait Noah dans ses bras, enveloppé dans une couverture bleue. Sa respiration était faible mais régulière. Chaque souffle ressemblait à un secret confié au monde. Jake avait allumé des bougies dans toute la pièce. Sur la table basse, une photo de famille. Eux 3 et Ranger à leur côté, fiers, majestueux. Il était 2 heures du matin. La Saint-Valentin venait à peine de commencer. Émilie caressa la joue de son fils, murmurant « Mon cœur, mon doux miracle. Si tu dois partir, fais-le en paix. Tu n'as plus à te battre. On t'aime plus que tout. » Ranger, couché au pied du canapé, leva la tête. Ses oreilles frémirent. Il se leva lentement, s'approcha du bébé, posa délicatement sa tête sur sa petite poitrine. Émilie n'osa pas bouger. Le cœur du chien battait fort, profond, comme s'il tentait de transmettre un peu de sa force à Noah. Jake se rapprocha, s'agenouilla à côté d'eux. Il prit la main d'Émilie, la serra fort. « Tu te souviens, dit-il doucement, de ce que je t'ai dit le jour où il est né, que rien de ce qui arrive dans cette maison ne serait jamais en vain ?» Elle hocha la tête, incapable de parler. Jake poursuivit. « Je crois qu'il est venu pour nous réparer. Pas pour longtemps, mais assez pour nous rappeler ce qu'est l'amour. » Le silence retomba. Dehors, le vent hurlait comme une bête blessée. Puis soudain, un son le coupa net. Un hurlement, long, profond, presque humain. Rangé. Il leva la tête, le museau pointé vers le plafond, et hurla de toutes ses forces. Émilie sentit son sang se glacer. Jake murmura « Il sait ?» Elle regarda Noah. Ses yeux s'ouvrirent. 2 perles bleues, lucides, paisibles. Il la fixa longuement, puis regarda Jake. Ses lèvres esquissèrent quelque chose qui ressemblait à un sourire. Puis, il tourna légèrement la tête vers Ranger. Sa main minuscule se leva, tremblante, et se referma dans la fourrure du chien. Un souffle, un dernier, et tout s'arrêta. Émilie sentit son cœur se briser en 1000 éclats. « Non, 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 non !» cria-t-elle en le serrant contre elle. Jake l'entoura de ses bras, les larmes coulant sans retenue. Ranger, lui, resta immobile, la tête toujours posée sur la poitrine du bébé. Puis il poussa un petit gémissement, un son si bas, si triste, qu'Émilie en frissonna. À l'extérieur, malgré le froid polaire, les habitants de White Creek étaient là. 200 personnes venues spontanément, tenant des bougies, rassemblées dans la neige. Ils chantaient doucement, une mélodie que le vent portait jusqu'à la maison. Émilie leva les yeux. Par la fenêtre, elle aperçut leurs silhouettes tremblantes, leurs visages éclairés par les flammes vacillantes. Elle murmura « Regarde, mon ange, tout le monde est là pour toi. » Le docteur Anderson, présent depuis la veille, s'approcha doucement. Il posa la main sur l'épaule de Jake. Il est parti sans douleur. C'est tout ce qu'on pouvait espérer. Émilie ne répondit pas. Elle berçait le corps sans vie de son fils, le murmurant comme s'il dormait encore. « Tu es libre, mon amour ? Tu peux voler maintenant. » Ranger se coucha à côté d'eux, posant sa tête sur les genoux d'Émilie. Ses yeux fixaient le visage de Noah, immobile. Jake tenta de le faire reculer, mais le chien refusa. Il resta ainsi des heures entières, jusqu'à ce que le soleil se lève. À l'aube, Émilie plaça doucement Noah dans son berceau une dernière fois. Elle arrangea sa couverture, caressa sa joue froide, puis posa un baiser sur son front. Jake resta debout à côté, les mains tremblantes. « On a fait tout ce qu'on pouvait », murmura-t-il. Elle hocha la tête. « Oui, mais ce n'est pas la fin. » Jake la regarda surpris. « Comment ça ? Regarde autour de toi, dit-elle. Regarde ces gens dehors, regarde Ranger, regarde ce qu'il a créé. Noah a fait ce que ni toi, ni moi, ni personne n'a jamais su faire. Il a uni toute une ville. » À cet instant, le soleil perça les nuages. Un rayon traversa la vitre et illumina le visage de Noah. Ranger releva la tête et fixa la lumière, les oreilles dressées, comme s'il voyait quelque chose que les humains ne pouvaient pas voir. Émilie sourit à travers ses larmes. « Il est là, n'est-ce pas ?» Ranger répondit par un petit aboiement, court, clair. Jake ferma les yeux. « Oui, il est là. » Quelques heures plus tard, la nouvelle se répandit dans tout White Creek. Les cloches de l'église sonnèrent lentement, une fois pour chaque mois de la vie de Noah. 7 coups, longs, lourds. Les habitants déposèrent des bougies et des fleurs sur le perron des Miller. Maggie arriva la première, un bouquet de lys blanc dans les bras. Elle prit Émilie dans ses bras. « Il n'est pas parti » murmura-t-elle.
Il a juste changé de forme. Le pasteur John organisa une veillée. Plus de 500 personnes y assistèrent. Des prières, des chants, des larmes. Jake parle, la voix tremblante mais ferme. Mon fils n'a pas eu une longue vie, mais il a eu une vie pleine. Il a connu l'amour, la bonté et la chaleur d'une communauté unie. Et ça, c'est plus que beaucoup d'hommes adultes. Quand il termina, la salle entière se leva et applaudit. Pas par joie, mais par respect. Ranger était là aussi, assis devant l'autel, immobile. Il regardait la photo de Noah projetée sur l'écran, ce petit visage souriant, ses yeux bleus, cette lumière fragile. Après la cérémonie, Émilie s'approcha de lui. Elle s'agenouilla, posa sa main sur sa tête. « Tu as veillé sur lui jusqu'à la fin, maintenant veille sur nous. » Ranger la regarda longuement, puis posa sa patte sur sa main comme pour lui promettre qu'il le ferait. Cette nuit-là, la maison fut plus silencieuse qu'elle ne l'avait jamais été. Émilie n'arrivait pas à dormir. Elle descendit au salon. Ranger était assis près du berceau vide, les yeux ouverts. Il ne bougeait pas. « Il n'est plus là, mon grand, » dit-elle doucement. « Tu peux dormir maintenant. » Mais le chien ne répondit pas. Il resta planté là, à garder le vide. Le lendemain matin, quand Émilie descendit, Ranger était dans la même position. Immobile, les yeux fermés, son corps froid. Elle comprit aussitôt. Jake accourut. Ils restèrent là, en silence, à regarder leur fidèle compagnon, mort à son poste comme un soldat. Émilie éclata en sanglots. Il l'a suivi. Jake serra sa femme contre lui. Non, il l'a rejoint. Dehors, le vent s'était tu. Le soleil perçait lentement la brume. Et sur le mur du salon, le reflet du feu formait deux silhouettes côte à côte, celle d'un petit enfant et d'un grand chien. La neige avait cessé depuis 3 jours. Le soleil brillait sur White Creek, faisant scintiller les toits comme des diamants glacés. Pourtant, dans la maison des Miller, le temps semblait figé. L'air sentait encore le bois brûlé, les fleurs fanées, la cire des bougies. Le berceau de Noah avait été déplacé près de la fenêtre, baigné de lumière. À l'intérieur, Émilie avait laissé sa couverture bleue, soigneusement pliée. Les funérailles eurent lieu dans la petite église du village. L'air était saturé d'encens et de silence. Le cercueil blanc, minuscule, semblait presque irréel. Émilie le porta elle-même, refusant qu'un autre touche son fils. À ses côtés, Jake marchait droit, la mâchoire serrée, les poings crispés, chaque pas pesant comme une tonne. Ranger, lui, avait été enterré le matin même dans le jardin au pied du vieux pin. Jake avait gravé une plaque de métal où l'on pouvait lire « Ranger, fidèle jusqu'au bout, gardien de l'âme de Noah ». Lorsqu'Émilie parla devant la congrégation, sa voix tremblait, mais ne se brisait pas. « Mon fils est parti, mais il a laissé quelque chose derrière lui, pas seulement des souvenirs. Il a laissé une mission. Noah a rappelé à cette ville ce que signifie aimer sans condition. Ranger a montré ce que signifie être loyal jusqu'à la mort. Si nous voulons honorer leur mémoire, alors faisons en sorte que plus jamais un enfant ou un parent ne se sente seul dans sa souffrance. » Le pasteur John hocha la tête, ému. « La mort ne met pas fin à l'amour, dit-il. Elle le transforme, et quand l'amour survit, les miracles continuent. » La cérémonie se termina sous un ciel d'un bleu pur. Tandis que le cercueil descendait en terre, un vent doux se leva, soulevant la neige dans un tourbillon argenté. Émilie ferma les yeux. Pendant un instant, elle crut entendre un hurlement au loin. Pas un cri de douleur, un appel, un adieu. Quelques jours plus tard, la fondation Paix de Liam et Noah prit vie. Le docteur Bennett, fidèle à sa promesse, revint voir Émilie. Elle portait un manteau sombre, les traits tirés, mais ses yeux brillaient d'une nouvelle force. « Je ne m'attends pas à ton pardon, dit-elle, mais j'aimerais que tu m'aides à faire de ce projet quelque chose de vrai. » Émilie la fixa longuement, puis répondit simplement « D'accord, mais on le fait à notre manière, en leur nom, pas en leur mémoire. » La fondation démarra petit, avec un bureau improvisé dans l'ancienne bibliothèque municipale. En quelques semaines, elle reçut des dons venus de tout le pays. D'autres parents, d'autres histoires, d'autres douleurs. Des vétérans offrirent leur aide pour construire des rampes, rénover des chambres médicalisées. Les éleveurs de chiens de la région commencèrent à entraîner des bergers allemands en chiens de thérapie. Le premier d'entre eux fut nommé Shadow, en hommage à Ranger. Jake, lui, s'était reconverti. Il avait quitté le service des parcs pour diriger un nouveau programme au sein de la fondation, les Anges K9, un réseau de chiens formé pour accompagner les enfants atteints de maladies rares. L'un des premiers chiots, issus de la lignée de Ranger, un jeune mâle noir et feu, avait été baptisé Brave. Il ressemblait tant à son père que même Émilie,
La première fois qu'elle le vit, sentit ses yeux se remplir de larmes. « C'est lui, Jake », souffla-t-elle. « C'est Ranger, mais revenu plus jeune ?» Jake sourit. Peut-être que l'amour a trouvé une nouvelle peau. Brave fut confiée à une petite fille de 6 ans nommée Emma. Elle souffrait de leucémie et passait ses journées à l'hôpital de Kalispell. Le jour où elle rencontra le chien, elle le regarda longuement, puis dit simplement « Tu sens la paix ». Emily sentit alors que quelque chose d'immense venait de recommencer. Pendant ce temps, les médias s'emparaient du phénomène. Des documentaires, des podcasts, des reportages retraçaient l'histoire de Noah et de Ranger. Des écoles invitaient Emily à parler de courage et de résilience. Des vétérans proposaient d'aider à dresser des chiens thérapeutiques, affirmant que cela les aidait eux-mêmes à guérir de leurs blessures invisibles. L'un d'eux, Frank Harris, un ancien soldat marqué par la guerre du Vietnam, devint un visage emblématique du programme. Il avait adopté l'un des chiots de Ranger, un mâle nommé Sergent, qui l'emmenait à l'hôpital des anciens combattants. « Ce chien m'a rendu la paix que le monde m'avait volée », disait-il dans les interviews. « Ranger m'a sauvé, même sans me connaître. » Le pasteur John, lui, organisa une cérémonie spéciale sur la place du village. Au centre du jardin, on érigea un monument circulaire, une sculpture en bronze représentant un chien couché à côté d'un berceau, exactement comme dans la photo devenue célèbre. Autour, des bancs portaient des gravures tirées des lettres de Noah retrouvées dans la boîte mystérieuse. « Merci d'avoir choisi de m'aimer. L'amour, c'est ce qu'il reste quand tout le reste s'en va. Je ne suis pas un adieu, je suis un recommencement. » Le soir de l'inauguration, plus de 800 personnes se réunirent, certaines venues d'autres États. Emily prit la parole, sa voix portée par les haut-parleurs dans l'air frais du soir. « Ce jardin n'est pas un cimetière, dit-elle. C'est un lieu vivant, un endroit où l'amour continue de grandir. Si un jour vous doutez de la bonté humaine, venez ici. Écoutez le vent dans les arbres, regardez les fleurs repousser après chaque hiver, et souvenez-vous, la fin d'une histoire n'est jamais la fin de l'amour. » Les gens applaudirent, certains en larmes. Le soleil se couchait, peignant le ciel d'orange et d'or. Et au milieu de la foule, un hurlement s'éleva, long, profond, venu de la forêt. Tous se turent. Emily ferma les yeux. « Tu entends, Jake » murmura-t-elle. Il hocha la tête. « Oui, il est toujours là. » Le lendemain, la fondation reçut une lettre inattendue. L'expéditeur était inconnu. À l'intérieur, un simple message tapé à la machine. « Je suis celui qui a construit la boîte contenant les lettres de Noah. Vous ne me connaissez pas, mais je connais votre histoire. Continuez, ce n'est pas terminé. » Emily resta figée. « La boîte » souffla-t-elle. Jake fronça les sourcils. « Tu crois que quelqu'un les a écrites pour nous ?»« Non, répondit-elle. Je crois que quelqu'un les a seulement trouvées. Mais elles venaient de lui, de Noah, d'une façon qu'on ne peut pas expliquer. Le mystère ne serait jamais résolu. Et peut-être valait-il mieux ainsi. » Les mois passèrent. Emily apprit à vivre avec l'absence comme on apprend à marcher avec une cicatrice. Certaines nuits, elle rêvait de Noah et de Ranger courant ensemble dans un champ doré. Chaque matin, elle se réveillait avec la même pensée. Ils sont là quelque part à veiller. Puis, un matin d'octobre, alors qu'elle faisait des analyses de routine, le docteur Anderson lui annonça une nouvelle inattendue. « Félicitations, Emily, dit-il avec un sourire doux. Vous êtes enceinte. » Elle resta muette, les larmes montant sans prévenir. Quand elle l'annonça à Jake, il la serra contre lui submergée. « C'est un signe » murmura-t-il. « Oui » répondit-elle. « Il revient nous dire que tout recommence. » Quelques semaines plus tard, l'échographie révéla le sexe de l'enfant. Une fille. Emily éclata de rire à travers ses larmes. « Une fille ?» Jake posa la main sur son ventre. « Comment on va l'appeler ?» Elle sourit. « Hope, espoir » traduisit-il doucement. Le soir même, ils se rendirent au jardin de Noah. Emily posa une petite pancarte à côté de la statue. « Bienvenue, Hope. Ton frère t'attend dans chaque rayon de soleil. » Jake l'entoura de son bras. « On recommence, M. Mais cette fois, sans peur. » Elle acquiesça. Parce qu'on sait maintenant que l'amour ne meurt jamais. Et dans le vent qui passait entre les arbres, un hurlement se fit entendre. Bref, joyeux. Comme une bénédiction. 9 mois plus tard, dans la lumière pâle d'un matin de juin, les montagnes du Montana semblaient retenir leur souffle. Dans la petite chambre d'hôpital de Kalispell, Emily tenait la main de Jake si fort qu'il en avait les jointures blanches. La sage-femme souriait. « Allez, encore une poussée !» Et puis, un cri, clair, puissant. Emily éclata en sanglots. Jake, tremblant, coupa le cordon. «
Quand la sage-femme posa le bébé contre la poitrine de sa mère, Emily sentit la chaleur du monde entier se condenser dans ce minuscule corps. Une fille, vivante. Sa respiration était forte, ses yeux grands ouverts. Emily murmura « Salut mon amour, bienvenue Hope ». Jake pleurait en silence. Il embrassa le front de sa femme. « Tu l'as fait, Em ? On l'a fait ». Dans le couloir, Maggie attendait, les mains jointes sur son chapelet. Quand elle entendit le cri du bébé, elle ferma les yeux, les larmes coulant sur ses joues ridées. « Merci Seigneur », murmura-t-elle. Hope grandit rapidement, pleine d'énergie, de rires et de curiosité. À 6 mois, elle essayait déjà de se redresser. À 1 an, elle courait dans la maison, trébuchant, riant aux éclats. Sa présence ramenait la lumière dans chaque pièce. Emily disait souvent « On dirait qu'elle marche sur les traces de quelqu'un ». Et parfois, il se passait des choses étranges. Des soirs d'hiver, alors que Hope dormait, Ranger semblait revenir. Pas physiquement, mais autrement. Emily le sentait. Le craquement du plancher près du berceau, le bruit d'une respiration douce, une ombre fugace projetée par la lueur du feu. Un soir, alors qu'elle berçait Hope, elle sentit soudain un frôlement sur sa jambe. Elle baissa les yeux. Rien. Mais Hope, elle, souriait. Elle fixait un point dans l'air, juste à côté d'elle, et tendait la main. Emily sourit à travers ses larmes. « Je sais que tu es là, mon grand. Veille sur elle. » La vie reprit son cours. Jake continua de développer la branche K9 de la fondation. Le programme Patrouille Ranger comptait maintenant plus de 50 chiens actifs à travers tout le pays. On en trouvait dans les hôpitaux, les maisons de retraite, les centres de vétérans, tous formés selon les principes instaurés à White Creek. Douceur, loyauté, connexion émotionnelle. Un jour, le président des États-Unis, touché par l'histoire, invita Emily et Jake à la Maison-Blanche pour une cérémonie de reconnaissance. Emily, vêtue d'un tailleur sobre, tenait Hope dans ses bras pendant que le président prononçait son discours. « Il y a des héros qui combattent sur les champs de bataille, dit-il, et d'autres qui combattent dans les chambres d'hôpital. Ranger et Noah nous rappellent ce que le courage n'a pas besoin d'armes, seulement d'amour. Leur histoire n'a pas seulement changé une ville, elle a inspiré une nation. » Le public se leva pour une ovation. Emily regarda Jake, les larmes aux yeux. « Tu te rends compte de ce qu'ils ont fait ?»« Oui, répondit-il en souriant. « Et ils ne s'arrêteront pas là. » À leur retour, White Creek les accueillit comme des héros. Le village entier s'était rassemblé sur la place. Des banderoles, des drapeaux, des visages familiers. Et au centre, un enclos où jouaient plusieurs chiots de la lignée de Ranger. L'un d'eux, un petit mâle brun aux yeux dorés, s'approcha de Hope. Il s'assit devant elle, leva la tête et la fixa longuement. Hope rit et tendit la main. Le chiot posa doucement sa patte dessus. Maggie, les observant, chuchota. « Eh bien, on dirait que l'histoire recommence. » Emily sourit. « Oui, et je crois que je connais son nom. » Jake leva un sourcil. « Lequel ?»« Spirit, répondit-elle. Le chiot leva les oreilles comme s'il avait compris. Spirit grandit vite, fidèle et calme, presque trop sage pour son âge. Il suivait Hope partout, comme son ombre. Quand elle tombait, il se plaçait devant pour amortir la chute. Quand elle pleurait, il posait son museau sur sa jambe. Emily jurait qu'il semblait comprendre chaque mot. Un jour, alors que Hope avait 4 ans, elle demanda « Maman, c'est qui le chien dans la photo ?» Elle pointait la grande image accrochée dans le salon, celle de Ranger et Noah. Emily s'agenouilla à côté d'elle. « C'est ton frère, Noah, et son ami, Ranger. Ils ne sont plus là, mais ils veillent sur nous. » Hope fronça les sourcils. « Mais ils ne sont pas partis, regarde !» Emily suivit son regard. Dans la vitre, un rayon de soleil dessinait 2 formes floues, celle d'un petit garçon et d'un grand chien. Elle sentit les larmes lui monter aux yeux. « Oui, mon amour, tu as raison, ils ne sont jamais partis. » À mesure que Hope grandissait, elle devenait la voix nouvelle de la fondation. À 6 ans, elle accompagna sa mère lors d'une cérémonie à Kalispell où un hôpital pédiatrique fut rebaptisé Centre Noah Miller. Devant la foule, Hope prit le micro d'une petite main tremblante. « Mon frère a rendu les gens meilleurs. Et moi, je veux faire comme lui. » Les applaudissements éclatèrent, sincères, puissants. Emily pleurait en silence, bouleversée par la pureté de ses mots. Les années passèrent encore. White Creek prospéra. On disait que la ville avait un cœur différent, que quelque chose y flottait dans l'air, une forme de bienveillance qu'on ne trouvait nulle part ailleurs. Les habitants prirent l'habitude de laisser de la nourriture et des jouets près de la statue de Noah et Ranger. Et chaque hiver, le soir du 14 février, une lueur bleutée semblait toujours apparaître autour du monument, comme 2 âmes qui se retrouvaient. Un soir, Emily, Jake et Hope se rendirent là-bas une bougie à la main. La neige tombait doucement.
silencieuse. Hope leva les yeux vers la statue. « Ils sont heureux maintenant ?» demanda-t-elle. Emily sourit. « Oui, ma chérie. Ils sont ensemble. » Hope ferma les yeux. « Alors, moi aussi, je suis heureuse. » Un souffle de vent passa, léger, presque tendre. Spirit dressa les oreilles et se mit à regarder la forêt, les yeux brillants. Puis, lentement, il leva le museau vers le ciel et poussa un hurlement long et clair. Emily serra Hope dans ses bras. Jake posa une main sur leur épaule et dans ce silence sacré, tous trois sûrs que, quelque part, Noah et Ranger hurlaient à l'unisson. Les années passèrent comme un souffle. White Creek n'était plus le même village qu'autrefois. Il était devenu un symbole, un lieu de pèlerinage pour ceux qui cherchaient à croire encore en quelque chose. Les gens venaient de partout pour voir la statue de Noah et Ranger, pour marcher dans les rues où tout avait commencé. Hope avait grandi au milieu de ces histoires, bercée par la mémoire de ceux qu'elle n'avait jamais connus, mais qu'elle sentait présents chaque jour. À 15 ans, elle ressemblait déjà beaucoup à sa mère, les mêmes yeux clairs, le même regard déterminé. Mais il y avait quelque chose d'autre chez elle, une force tranquille, presque mystique, comme si elle portait en elle la trace d'un monde invisible. Un soir d'automne, elle se rendit seule au jardin du souvenir. Le vent faisait frémir les pins, la lune éclairait faiblement la plaque de Ranger. Elle s'agenouilla, retira un peu de neige du bord, puis resta là, silencieuse. « Salut, toi » murmura-t-elle. « Maman dit que tu as veillé sur moi avant même que je sois là. » Spirit, devenu un vieux chien à la fourrure argentée, s'approcha lentement, posa sa tête sur la pierre. Hope sourit. « T'étais là aussi, hein ?» C'est alors qu'elle remarqua quelque chose, sous la mousse, un léger renfoncement métallique comme une vis dissimulée dans le coin de la plaque. Intriguée, elle gratta la terre avec ses doigts. Une petite trappe apparut. Elle tira doucement. En dessous, un petit compartiment scellé. Elle l'ouvrit. À l'intérieur, un paquet soigneusement enveloppé dans une toile cirée. Hope le sortit avec précaution. Son cœur battait fort. Elle retira la toile. Un carnet, ancien, jauni, mais intact. Sur la couverture, 3 mots gravés à la main, pour quand elle sera prête. Elle resta figée. Puis elle l'ouvrit. Les premières pages étaient écrites dans une écriture féminine, celle d'Emily. Des notes, des pensées, des prières. Puis, à la moitié du carnet, une autre écriture apparut, tremblante, irrégulière, presque d'enfant. Hope sentit sa gorge se serrer. C'était la même écriture que celle des fameuses lettres de Noah. Elle lut à voix haute, la voix tremblante. « Bonjour Hope. Si tu lis ça, c'est que tu es grande. Tu ne me connais pas, mais je te connais parce que je t'ai vue avant que tu sois là. Quand j'étais petit, je savais que j'allais partir. Mais je n'avais pas peur, parce que maman et papa allaient continuer pour moi. Et toi, tu viendrais plus tard pour finir ce qu'ils ont commencé. » Elle tourna la page. « Quand tu seras triste, écoute le vent. Quand tu douteras, regarde les étoiles. C'est là qu'on se parle, moi et toi. Je suis dans tout ce qui bouge, tout ce qui vit. Je suis la lumière quand tu as peur. Et Ranger est ton ombre quand tu marches seul. » Hope avait les larmes aux yeux. Le carnet tremblait entre ses doigts. Une dernière page, une phrase unique, écrite plus fermement, comme si l'enfant avait voulu y mettre toute sa force. Le vrai courage, ce n'est pas de rester, c'est de continuer quand quelqu'un part. Elle referma le carnet, le serra contre elle. Spirit se coucha à ses pieds, posant le museau sur sa jambe. Hope regarda le ciel. Les nuages se dispersaient lentement, laissant apparaître une traînée d'étoiles. « Merci Noah » murmura-t-elle. Le lendemain matin, elle montra le carnet à ses parents. Emily resta muette, submergée par l'émotion. Jake, lui, prit le carnet dans ses mains tremblantes, incapable de parler. « C'est impossible » souffla-t-il. « Ces lettres, on ne les a jamais écrites. » Emily secoua la tête, les larmes aux joues. « Et pourtant, c'est bien son écriture. » Hope posa sa main sur celle de sa mère. Peut-être que ce n'était pas quelque chose qu'on doit comprendre, mais qu'on doit ressentir. Jake ferma les yeux. « Tu as raison. Certaines choses dépassent les explications. » Ils décidèrent de placer le carnet dans une vitrine, au centre du siège de la fondation. Il devint le cœur symbolique du lieu, un témoignage que même la mort ne pouvait pas éteindre. Les années suivantes, Hope devint l'ambassadrice du programme Paix de Liam et Noah. Elle voyagea dans tout le pays pour raconter l'histoire de White Creek, celle d'un bébé et d'un chien qui avait transformé la douleur en quelque chose de plus grand. Sa voix, douce mais assurée, touchait chaque personne qui l'écoutait. Lors d'un discours à Washington devant une salle comble, elle termina ainsi « Mon frère n'a pas vécu longtemps, mais sa vie a eu un sens. Et ce sens, c'est à nous de le continuer. Chaque fois que vous choisissez la compassion plutôt que la peur, chaque fois que vous tendez la main à quelqu'un, Noah renaît un peu.
rangés aussi, et tant que quelqu'un se souvient, ils ne mourront jamais vraiment. La salle se leva. L'applaudissement fut long, vibrant, presque solennel. Emily, assise au premier rang, pleurait ouvertement, Jake à ses côtés, fier et silencieux. Cette nuit-là, de retour à White Creek, Hope retourna au jardin du souvenir. Le vent soufflait doucement. Elle posa une bougie au pied du monument et s'assit dans la neige. Spirit, vieuse et fatiguée, posa sa tête sur ses genoux. Elle murmura « J'ai fait ce que tu voulais, Noah, ce que vous vouliez, tous les deux. » Un frisson parcourut l'air. La neige sembla s'illuminer un instant. Hope leva les yeux et jura avoir deux formes translucides devant elle. Un petit garçon et un grand chien, côte à côte, regardant dans sa direction. Ils ne parlaient pas, mais elle comprit. Puis doucement, ils s'effacèrent dans la lumière. Spirit leva la tête et hurla une dernière fois, d'un son pur, long et vibrant. Le vent s'apaisa. Le silence retomba, apaisé. Hope ferma les yeux. « Reposez-vous maintenant, dit-elle doucement. Je m'occupe du reste. » Et à cet instant précis, elle sut que leur mission était accomplie. Mais leur histoire, elle, ne faisait que commencer. 20 ans avaient passé. White Creek avait changé, sans jamais perdre son âme. Les montagnes paraissaient plus proches, les hivers moins durs, comme si la nature elle-même s'était adoucie au contact de cette histoire. Le village s'était agrandi, mais chaque nouvelle maison portait une trace de ceux qui l'avaient inspiré. Les rues portaient leur nom, allée Noah Miller, promenade Ranger, place de la Paix. La fondation Paix de Liam et Noah était devenue internationale. On comptait plus de 2000 chiens formés dans 15 pays. Des hôpitaux, des orphelinats, des écoles bénéficiaient désormais de leur présence. Le logo de la fondation, une empreinte de patte mêlée à celle d'une petite main, était reconnu partout dans le monde. Hope, à présent âgée de 35 ans, dirigeait l'organisation. Elle avait le même sourire qu'Emily, mais dans ses yeux, on retrouvait la lumière calme de Jake. Elle vivait toujours à White Creek, dans la maison familiale. Les photos de Noah et Ranger y trônaient encore, encadrées au-dessus de la cheminée. Spirit n'était plus depuis longtemps, mais la nouvelle génération de chiens veillait désormais sur elle. L'un d'eux, une femelle blanche nommée Grace, ne la quittait jamais. Ce soir-là, Hope se tenait sur la colline surplombant le village. En contrebas, les lumières de White Creek scintillaient comme un ciel inversé. Derrière elle, le monument de Noah et Ranger se dressait, veillant toujours. Chaque année, le 14 février, des milliers de bougies y étaient allumées en mémoire d'eux. Cette nuit-là, c'était différent. Ce n'était plus un jour de deuil, mais une célébration. Hope leva les yeux vers les étoiles. Elle sentit une présence familière. Elle n'avait plus besoin de les voir pour savoir qu'ils étaient là. Elle parla à voix basse. « Vous aviez raison tous les deux. Le courage, c'est de continuer quand quelqu'un part. Et c'est ce qu'on a fait. » Une brise se leva, douce, tiède malgré la nuit. Les flammes des bougies vacillèrent sans s'éteindre. Hope ferma les yeux. Des souvenirs défilèrent, la voix de sa mère, le rire de son père, la silhouette du vieux Ranger, la douceur d'un petit frère qu'elle n'avait jamais tenu dans ses bras, mais qu'elle sentait partout. Puis, elle reprit la parole. « Le monde n'a pas besoin de héros invincibles. Il a besoin de gens qui aiment, même quand ça fait mal. C'est ce que vous m'avez appris. » Un murmure du vent sembla lui répondre. Hope sourit, essuya une larme. En bas de la colline, les habitants de White Creek commençaient à chanter. Une tradition née de la légende, le chant de Ranger, une mélodie lente, apaisante, qu'on disait inspirée du hurlement du chien le soir où Noah était parti. Les voix s'élevaient dans la nuit, pures, pleines d'amour. Hope descendit lentement, une bougie à la main. Elle rejoignit la foule. Autour du monument, des enfants couraient, des parents se tenaient la main. L'air sentait la cire, la neige fondue et le pain. Emily et Jake n'étaient plus là depuis quelques années. Leur tombe reposait côte à côte au pied du vieux pin où dormait aussi Ranger. Hope y allait souvent. Elle y parlait longuement, sans tristesse, parce qu'elle savait qu'ils écoutaient. Ce soir-là, elle s'agenouilla devant la plaque du chien et du bébé, posa sa bougie et murmura « Reposez-vous, mes anges, le monde va bien maintenant. Vous avez laissé assez de lumière pour 1000 vies. » Grace, à côté d'elle, leva le museau et hurla doucement. Ce son sembla se propager dans toute la vallée, et pendant un instant, le vent, la neige et les voix humaines se confondirent. Le ciel s'éclaira d'une aurore boréale inattendue. Des rubans de vert et d'or ondulaient au-dessus des montagnes. Les gens levèrent la tête, émerveillés. Hope sentit son cœur battre plus fort. « C'est eux !» murmura-t-elle. « C'est leur façon de dire qu'ils sont encore là. » Autour d'elle, des enfants riaient, levant les bras vers le ciel.
Un petit garçon, tenant la main de sa mère, demanda « Maman, c'est quoi cette lumière ?» Elle répondit doucement « Ce sont 2 amis qui veillent sur nous. » La musique continua. Les étoiles semblaient danser. Hope resta là un long moment, la tête levée vers la lumière du nord. Elle pensa à tout ce chemin parcouru, de la douleur à la guérison, de la perte à l'amour. Puis, dans un souffle, elle dit « Merci Noah, merci Ranger. Votre histoire ne s'arrêtera jamais parce qu'elle est écrite dans chaque cœur que vous avez touché. » Elle posa sa main sur la pierre froide. Le vent se leva une dernière fois, plus doux encore, et dans ce souffle, elle crut entendre 2 voix, une petite, claire, et une grave, profonde. « On veille, Hope !» Elle sourit, les larmes aux yeux. Puis elle se releva, prit la main d'un enfant qui passait, et ensemble, ils rejoignirent la foule illuminée. Au-dessus d'eux, l'aurore continua de danser. Et dans chaque éclat, dans chaque souffle du vent, vivait encore un petit garçon et un chien fidèle, pas comme un souvenir, mais comme une promesse éternelle.